Salut! En 1998, j'étais en Australie dans une ancienne mine d'or. Avec d'autres gars, nous étions en train de fouiller le lit de la rivière comme à l'époque de la fièvre de l'or. Quand soudain, j'ai trouvé une pépite d'or. La voici. Jusque-là, nous n'avions trouvé que des paillettes d'or qui provenaient du filon en amont de la rivière. Cette pépite nous a tous laissés sans voix. Maintenant, je suis physicien nucléaire et ma première question est la suivante. D'où viennent les atomes d'or de ma pépite? Où se sont-ils formés? Eh bien, la réponse est venue en 2017 lorsque les expériences Virgo près de Pise en Italie et LIGO aux États-Unis ont observé pour la première fois la fusion de deux étoiles à neutrons. L'observation s'est déroulée sur différents canaux, ondes gravitationnelles, rayonnement X, infrarouge, ultraviolet visible. Lors de cet événement, comme je vous le dis aujourd'hui, dans les quelques secondes qui ont suivi la fusion de deux étoiles à neutrons, des atomes lourds comme l'or, le plomb, le thorium, l'uranium ont été créés. C'est dans ces événements cataclysmiques que ces atomes lourds se sont formés. Puis, une fois éjectés dans l'espace, ils ont formé des planètes, comme la nôtre. Ces éléments ne proviennent donc pas des supernovas comme on le pensait auparavant. Examinons les faits et voyons ce qui se passe lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent. Quelle est l'histoire des atomes d'or de ma pépite? Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Notre histoire commence avec deux étoiles à neutrons qui tournent en spirale l'une autour de l'autre pendant 10 millions d'années. Pendant ce temps, elles émettent des ondes gravitationnelles car leur mouvement en spirale déplace l'espace-temps. Tout comme une rame déplace les eaux calmes d'un lac, créant ainsi des vagues. En raison des ondes gravitationnelles émises, les deux étoiles à neutrons perdent de l'énergie et se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre. Au début, elles perdent de l'énergie à un rythme très lent, mais au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, la fréquence de leur spirale augmente et avec elle la puissance qu'elles émettent. En d'autres termes, la spirale s'accélère progressivement. Imaginez qu'il ne reste que 10 millisecondes avant la fusion de deux étoiles à neutrons. Il est important ici de comprendre la géométrie de l'événement. Imaginez donc que vous voyez les deux étoiles tourner en spirale l'une autour de l'autre sur une table devant vous. La surface de la table est ce que nous appellerons le plan d'orbite, car c'est sur cette surface que les deux étoiles à neutrons orbitent l'une autour de l'autre. Sur ce plan se crée un disque de matière éjecté par les deux étoiles. Les zones situées au-dessus de la table et en dessous de la table, en revanche, seront appelées régions polaires, car il s'agit des zones de l'espace vers lesquelles pointent les pôles nord et sud de l'étoile finale ou du trou noir final. Nous gardons donc ces noms à l'esprit, le plan de l'orbite et les régions polaires. Il ne reste que 10 millisecondes avant que les deux étoiles ne fusionnent. La gravité que chacune exerce sur l'autre projette une grande quantité de matière dans le plan de l'orbite. Cette matière est très chaude, avec des températures de 10 milliards de degrés et une densité de 10 milliards de grammes par centimètre cube. Comme nous le verrons dans un instant, en s'éloignant des deux étoiles à neutrons, cette matière va subir une nucléosynthèse pendant quelques secondes. Nucléosynthèse signifie que de nouveaux éléments chimiques, de nouveaux noyaux atomiques vont se former. Dans les régions polaires, au-dessus et en dessous du plan de l'orbite, de la matière est également éjectée. En fait, 80% de la matière est éjectée dans ces régions, en raison de l'interaction directe de la matière d'une étoile avec la matière de l'autre étoile. Cette matière atteint au pôle des vitesses comparables à celles de la lumière et émet alors des rayons gamma très intenses qui durent au maximum 2 secondes. C'est un événement que l'on appelle en physique un sursaut gamma court, en anglais Short Gamma Ray Burst. Lors de l'événement détecté en 2017, on a observé ce sursaut gamma court qui a duré près de 2 secondes. Les deux étoiles à neutrons fusionnent enfin. Ce qui reste peut être un trou noir ou une étoile à neutrons. Si la masse restante au centre de la fusion est au moins 2,7 fois supérieure à la masse de notre Soleil, un trou noir se forme au centre, car la gravité est trop forte. Si, en revanche, la masse au centre est comprise
entre 1,4 et 2,7 fois celle de notre Soleil, une étoile à neutrons dite massive se forme au centre. Celle-ci parvient à survivre à environ 0,2 secondes avant de s'effondrer en un trou noir. Si en revanche, la masse au centre est inférieure à 1,4 fois celle de notre Soleil, une étoile à neutrons stable se forme. L'étoile à neutrons finale a un rayon d'environ 20 km et une densité de 100 000 milliards de grammes par centimètre cube. C'est la même densité qu'à l'intérieur d'un noyau atomique. Le disque, quant à lui, peut avoir un rayon allant jusqu'à 100 km et est écrasé dans le plan de l'orbite. La quantité de matière éjectée dans le disque est telle que la masse du disque peut représenter jusqu'à 20% de la masse de l'étoile centrale. Le point essentiel est que si une étoile à neutrons se forme au centre, même pour une fraction de seconde, c'est-à-dire même si elle est instable, tant que l'étoile à neutrons existe, elle émet un énorme flux de neutrinos. Ces neutrinos bombardent toute la matière qui a été éjectée lors de la fusion, déterminant ainsi les éléments chimiques qui seront formés. L'étoile à neutrons émet tellement de neutrinos que ce flux a été appelé vent de neutrinos. Mais pourquoi l'étoile à neutrons émet-elle des neutrinos? Dans l'étoile qui reste au centre, la température est si élevée que des paires d'électrons et d'antiélectrons se forment en permanence. L'antiélectron est la particule d'antimatière de l'électron. Comme la particule la plus abondante dans une étoile à neutrons est le neutron, il est très probable qu'un antiélectron puisse interagir avec un neutron et donner naissance à un proton et un antineutrino électronique. Le nom d'antineutrino électronique peut sembler très étrange. Tout d'abord, il existe 3 types de neutrinos, électroniques, muoniques et tauoniques. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils appartiennent aux 3 familles de particules dont les progéniteurs sont, pour ainsi dire, les électrons, les muons et les tauons. Les particules antimatières des neutrinos électroniques sont donc formées dans l'étoile à neutrons. Pour ceux qui aiment les détails, il y a une grande différence avec une supernova dans laquelle sont émises principalement des neutrinos électroniques et non leurs particules d'antimatière. Donc, comme nous le disions, un neutron peut se transformer en proton. Ce n'est pas surprenant, car les neutrons et les protons sont des particules très similaires. Ils sont tous deux constitués de 3 quarks. Le neutron est constitué de 2 quarks down et d'un quark up. Lorsqu'un quark down se transforme en un quark up, le neutron devient un proton. L'étoile à neutrons qui subsiste après la fusion émet donc des vents composés principalement d'antineutrinos qui balayent à la fois le plan de l'orbite et les régions polaires. En plus des antineutrinos, elle émet également des neutrinos, et on parlera donc généralement de vent de neutrinos. Dans les régions polaires, le vent de neutrinos est 3 fois plus intense que dans le disque. Et plus on se rapproche des pôles, plus les vents de neutrinos sont intenses. Nous gardons ce fait à l'esprit, car en fonction de l'intensité du vent de neutrinos, des éléments lourds comme l'or se forment ou non. Et que font ces neutrinos? 2 choses. Tout d'abord, ces neutrinos frappent une particule dans le disque ou la région polaire, ils cèdent son énergie à cette particule. Et cette quantité d'énergie provenant du neutrino est très importante. Pensez qu'environ 3 millièmes de masse solaire peuvent être éjectés sous forme de neutrinos dans l'ensemble du processus. Et si l'étoile à neutrons au centre est stable, les neutrinos peuvent emporter 10 fois plus de masse. J'utilise ici la célèbre relation relativiste d'Einstein entre la masse et l'énergie. Énergie égale masse fois gamma fois c carré. Les neutrinos ont en effet une masse très faible, mais une grande quantité d'énergie, ce qui équivaut à une grande quantité de masse. Les neutrinos accélèrent donc la matière éjectée, qui peut ainsi échapper à l'attraction gravitationnelle de l'étoile à neutrons finale. Cette matière s'échappe alors et se disperse dans le cosmos environnant. Cette fuite de matière est cruciale, car c'est ainsi que cette matière formera un jour des planètes ou d'autres étoiles. Et c'est ici que se forme l'or des pépites. Dans les régions polaires et du disque où la matière s'échappe de l'étoile à neutrons centrale, un processus très important appelé processus R a lieu, au cours duquel les noyaux atomiques présents capturent rapidement des neutrons. C'est pourquoi on l'appelle le processus R ou processus rapide. Plus un noyau capture des neutrons, plus il aura tendance à émettre un rayonnement bêta transformant un neutron en proton.
Mais si la capture des neutrons est plus rapide, des noyaux très lourds peuvent se former avec de nombreux neutrons et protons. Et c'est là que les neutrinos font toute la différence. En effet, dans les régions où le vent de neutrinos est le plus intense, c'est-à-dire au pôle, ces neutrinos convertissent un grand nombre de neutrons en protons. Ainsi, le nombre de neutrons diminue et le nombre de protons et d'électrons augmente. Le noyau de ces régions absorbe donc moins de neutrons et se forment des noyaux atomiques riches en protons et pouvant contenir jusqu'à 130 particules au maximum, composées de neutrons et protons. Pensez qu'un noyau d'or contient en moyenne 196 particules. Ainsi, là où le flux de neutrinos est élevé, ni l'or ni d'autres éléments plus lourds ne se forment. Mais dans les régions du disque ou loin des pôles, le flux de neutrinos est plus faible. Le nombre de neutrons est donc plus élevé car il y a moins de neutrinos qui les transforment en protons. Si le nombre de neutrinos est plus élevé, le processus R de capture rapide est plus efficace et des noyaux atomiques contenant jusqu'à plus de 200 particules sont formés. Le processus R peut durer jusqu'à plusieurs secondes après la fusion de deux étoiles à neutrons. Les éléments formés, comme l'or, le radium, le platine, l'iridium, le thorium, le radon, etc., sont ensuite dispersés dans l'espace environnant. Ces gaz graviteront un jour pour former des planètes et de nouvelles étoiles. Les atomes d'or de ma pépite ont connu toutes ces vicissitudes avant d'arriver dans mes mains en Australie. La fusion de deux étoiles à neutrons se termine par une kilonova. On l'appelle ainsi parce qu'elle est plus intense qu'une nova et moins intense qu'une supernova. Le télescope spatial Hubble en a également observé une. Elle se manifeste par une émission très intense des rayons ultraviolets, infrarouges et visibles. La partie visible et ultraviolet dure environ 4 jours, tandis que la partie infrarouge dure 2 semaines. Il s'agit d'un rayonnement émis par des gaz chauds dont la température est comprise entre 1000 et 10 000 degrés. Nous sommes donc en mesure d'apprécier le fait qu'en 2017, les instruments ont observé d'abord des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux étoiles à neutrons, puis un flèche gamma d'environ 2 secondes, suivi d'une émission de neutrinos et d'une kilonova finale, d'abord dans le visible ultraviolet, puis dans l'infrarouge. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le temps, sur la relativité d'Einstein, y compris l'équivalence entre la masse et l'énergie, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 autres figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.